Marty Vives, M-A-R-T-I, trait d'union, V-I-V-E-S. C'est pas français comme nom. Richard. Je suis la nuit. Je suis né dans les Hautes-Alpes, je suis fils d'un réfugié politique de l'Espagne de Franco, un réfugié du franquisme donc, qui était très stalinien et qui en même temps était aussi, comme beaucoup de staliniens, élevé chez les jésuites. Donc il avait de très bons termes avec notamment la religion catholique et c'est par les services de secours des catholiques que nous sommes arrivés de la Côte d'Azur dans les Hautes-Alpes pour la construction du barrage de Serponçon. Donc on est tous dans le monde du travail, on avance. Et donc moi j'apparais dans ce monde en 1954 et donc je suis le second d'une famille qui aura 6 enfants. Donc on est dans les années 50, ma mère aura 6 enfants en 7 ans. Et j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler en 70, donc il y a 44 ans, presque 45 ans que je travaille. J'ai été renvoyé du lycée par un classique, les mathématiques, qui était très discriminante à l'époque, elles le sont toujours encore un peu. Et donc j'ai été renvoyé du lycée et j'ai à l'époque, alors voilà, c'est là, quand je raconte ça, quand j'interviens dans les écoles d'art et que je raconte ma bio, ils me regardent comme un martien parce que à l'époque, je suis rentré dans le bâtiment parce que quand on ne travaillait pas bien à l'école, où on allait? Et ça c'est très important, parce qu'il y a une forme de punition. Et là j'ai pris conscience, ma première conscience politique, entre autres, entre celle de sentir que mon père était quand même très injuste vis-à-vis des anarchistes à Barcelone lors de la guerre civile, et qu'il y avait encore beaucoup d'injustice ici en France. La première injustice que j'ai vécue, c'est que je ne comprenais pas pourquoi c'était une punition de faire boulanger, peintre, plombier, et c'est encore le cas. J'ai des souvenirs enfants, adolescents, à 16 ans et demi, 17 ans et demi, 18 ans, où je travaille déjà depuis 2 ans, 3 ans. Je suis donc dans mes premières années de travail. À l'époque, je travaillais 55, 60 heures par semaine, comme on le faisait beaucoup dans le bâtiment. Je travaillais essentiellement dans les chantiers de haute montagne, mais aussi en ville. Et quand je travaillais en ville, je pouvais croiser des gens que je croisais aussi chez mes parents. Il m'est arrivé d'avoir des gens un peu classe moyenne venant prendre le thé le dimanche après-midi chez mes parents, qui me voyant le lundi après-midi travaillant sur une façade d'une boutique rue Pérolière dans le centre-ville de Gap, changer de trottoir pour éviter de me dire bonjour. Vraiment, vous voyez, donc il y a cette chose-là, j'ai pris conscience que, et puis je n'osais pas dire non plus, quand j'essayais de vouloir séduire une jeune fille dans une boîte, que je travaillais dans le bâtiment, on ne le disait pas. Donc, je veux dire, j'ai la conscience de ça. Autre chose, j'ai donc une relation à l'art et une grande aventure, nous nous connaissons aussi un peu sous ce rapport-là, et je n'ai jamais été dans l'art comme dans une ascension sociale. Je n'ai jamais fait cette chose-là, et donc j'ai toujours eu à intégrer, pour moi c'était une évidence que le travail et un autre travail, à commencer par le bâtiment, puisque avant de prendre le job de nuit, qui était une découverte du début des années 80, pour moi d'un seul coup je trouvais un job qui me permettait d'être à l'atelier dans la journée, de faire aussi, non seulement de mon travail de peinture, mais comme ce n'était pas très bien payé, et ça n'allait toujours pas beaucoup, me permettait aussi d'avoir des chantiers, de prendre des chantiers, donc il y avait cette complémentarité, c'était parfait. Et en plus, pendant le travail, en dehors des rondes, j'avais le temps de lire, et ça a été aussi le deuxième facteur de choix de ce travail. J'ai plus de 30 ans de bâtiment, entre entreprises, mais j'ai aussi l'imprimerie, j'ai l'hôtellerie et la sidérurgie. Péchinet-Kuhlmann et Richer Caterpillar aussi. Alors j'ai travaillé à l'époque à Grenoble, beaucoup en régime manpower, bis, donc en travail temporaire. Donc quand je suis rentré dans les arts décoratifs, j'ai vraiment eu la sensation d'être dans une entreprise. C'est un dispositif. C'est un dispositif, c'est un agencement. C'est-à-dire qu'en réalité, je peux dire que, bien sûr, je suis veilleur de nuit. Alors, il y a une skise aussi, il y a une sorte de... C'est-à-dire que quand je suis veilleur de nuit, je suis vraiment veilleur de nuit. Vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de mes supérieurs, tout ça, jamais, jamais je ne me place en tant qu'artiste ou intellectuel. Et ça c'est bien clair. Ceci étant dit, il y a quelque chose qui était... Alors, on parlait de ressources humaines, service du personnel, là je dirais presque c'est du win-win dans le discours du New Management. C'est-à-dire c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est un job qui me permettait quand même d'avoir du temps.
Le gros problème, c'est le temps pour beaucoup d'entre nous, hein, surtout quand on a une polyactivité. Et quand on a une activité qui prend du temps, qui coûte de l'argent, parce que par exemple l'écriture, moi j'ai beaucoup d'amis qui écrivent, ont moins ce problème-là. Une fois qu'on a un Mac ou un traitement de texte, ça va, c'est fait. Tandis que moi, tous les mois, il y a plusieurs centaines d'euros, des fois 1000, des fois les 3/4 de mon salaire passent en matériel, plus la gestion d'un atelier, et ainsi de suite. Donc c'est lourd. C'est du lourd. Et surtout, je suis encore un artiste à l'ancienne, c'est-à-dire que je fabrique encore à la fois de la peinture, des choses très tangibles qui nécessitent du matériel. Voilà, ça. En tout cas, ce job, je dois dire, ça a été pour moi un moment de joie quand je l'ai trouvé. Ça a été un grand moment de ma vie. Il y a comme mon premier atelier au début des années 90, donc je travaille presque 15-20 ans sans atelier, mais dans 15 mètres carrés, et on a toujours pareil, on fait avec la contrainte. Donc il y a des contraintes propres à ce job. Alors ce que je peux dire déjà maintenant avec le recul, donc la grande joie qu'il y a eu à avoir ce job, maintenant c'est vrai que je suis devenu insomniaque. C'est-à-dire que j'ai tellement tiré, j'ai voulu maximiser le plus possible la relation, donc de complémentarité entre le job alimentaire et l'activité artistique, qui fait que je ne récupérais pas le matin en rentrant des nuits, et surtout quand j'ai pris le service, j'étais seul au musée Nissim de Kamandou, il y avait 5 rondes, donc on faisait 4 nuits de suite, je dormais 2-3 heures par nuit, j'avais fait quelques calculs, il m'arrivait de dormir une douzaine d'heures en 4 jours. Et après même d'articuler des chantiers, donc j'étais dans une hyperactivité que j'ai jamais cessé. Et donc c'est vrai, je l'avoue maintenant, il faudrait que je me retire un peu sur la pointe des pieds parce que je n'arrive plus à avoir des rythmes normaux avec le sommeil. C'est-à-dire que quand j'arrive à dormir 3 heures de suite, je me lève, j'ai dit, oh, mais c'est formidable, entre 2h et 5h10 du matin, j'ai dormi d'un seul coup. Donc plusieurs infarctus et ainsi de suite. Donc il y a quand même aussi la contrepartie de ça. Pour le bloc des arts décoratifs, c'est à la fois une verticalité, c'est-à-dire qu'on descend jusque dans les réserves enterrées, dans les -3 et jusqu'à la VDI, dans la correspondance avec le Louvre, donc dans le -4, jusqu'au 9 du pavillon Marsan. Et donc le travail est fractionné en zones. Et donc suivant on travaille sur une zone, pas sur une autre. On alterne une zone en fonction de la nuit, on va avoir telle ou telle zone. Et chaque zone, évidemment, a sa singularité. Elle peut avoir une grande partie bureau et quelques parties d'exposition. Elle peut avoir énormément de techniques et la bibliothèque, ce qui est le cas de la zone A, et aussi les postes qui sont attenants. Parce que le travail de la nuit, ce qu'il y a de bien, comme la nuit est longue, et j'aime bien ces nuits de 15 heures, c'est qu'il permet d'avoir un travail d'accueil. Et donc le soir, on prend, au moins, notamment la zone A, mais la zone C aussi, enfin une des deux zones, excusez-moi du rapport technique, mais en tout cas, on a un travail où on relaie une personne du service accueil du jour et agent sécurité. On est à la fois agent et accueil, notamment au 111 pour l'entrée des écoles, et tout passage du personnel. C'est-à-dire que le soir, on va voir partir toute l'aristocratie, enfin on appelle ça le 5-6. Le 5-6, c'est très spécial, c'est des gens bien, quoi. C'est des gens qui ont fait des études, et c'est des gens qui comptent vraiment. Parce qu'il y a des gens qui comptent plus que d'autres dans une entreprise, comme dans une société, n'est-ce pas? Comme il y a des cultures qui comptent plus que d'autres, et ainsi de suite. Donc, et dans cette multiplicité, parce que les arts décoratifs ont une particularité, c'est un musée, c'est une multiplicité. Et c'est vraiment une très grande richesse, c'est un musée exceptionnel. D'aucuns, d'ailleurs, même ceux qui y travaillent, ont l'air parfois de l'oublier. Alors là, il y a ça déjà, qui est cette relation humaine, c'est tout le jeu de passage. Et là, on décrypte, on doit surveiller. On doit surveiller les gens qui sortent et les gens aussi qui rentrent, surtout, éventuellement. Il y a un vrai travail de sécurité. Et ça, quand je le fais, je suis vraiment là. Je ne dis pas, je suis un atelier, machin, même à la limite, je ne téléphone pas. Quand je fais le travail, je me disais, il y a une sorte de skis, c'est-à-dire que quand je prends le job d'agent, je suis vraiment agent. Mais en même temps, bien sûr que aussi, tout mon appareil de capture, mon appareil de perception, il est travaillé depuis
des décennies par la relation à l'art, à la littérature, à la poésie, à la philosophie, tout ça. Donc c'est vrai que quand je vois passer tout le flux du 5-6 qui descend et qui quitte, il y a toute la sémiologie à ce moment-là des bonjours ou des au revoir. Et ceux qui savent même pas dire au revoir, ceux qui ne savent même pas saluer. Et ils sont nombreux aux arts décoratifs où ils saluent, mais c'est vraiment un effort. Parce qu'il faut quand même saluer la personne qui est là, qui tient la chose. On le voit dans les films. Vous voyez, il y a un cinéma des années 30-40 où tout le monde compte. Et on me dit les seconds rôles, mais c'en est plein. Et puis il y a des typologies de films où effectivement on a une hiérarchie et d'un seul coup une fracturation incroyable. Et il y a des tas de zones de fonction qui sont une sorte de sous-hommes en quelque sorte. Alors je ne vais pas quand même grossir. L'ambiance aux arts décoratifs, ça reste quand même une bonne maison et il y a quand même une notion de respect. Il y a un communautarisme et notamment le gros pôle de la sécurité, pour compléter ce qui aurait pu être dit par d'autres, il y a effectivement un certain nombre de Sénégalais. Et ils sont rentrés, notamment des Sénégalais qui viennent de Nantes, et donc il y a toute une filiation. Idem pour la communauté asiatique, et une petite communauté maghrébine, mais petite. Mais il y a quand même les deux pôles, c'est Asie et une partie Afrique. Et puis, toutes sortes de gens. Alors, encore une fois, je reviens au travail de nuit. La première partie de la nuit, et ce travail de contact. À la fois, on peut être au PC, qui est moins intéressant de mon point de vue, mais qui est technique et qui est nécessaire, mais c'est surtout le côté, comme on va être après énormément en retrait, d'être en contact avec tous ces gens qui viennent chercher leurs enfants, les gens qui viennent faire des cours. Il y a quelque chose d'incroyable, c'est les ateliers du carrousel. C'est aussi une spécificité des arts décoratifs. Vous avez des gens qui suivent des cours depuis 10 ans, 15 ans. Il y a des hommes et des femmes que je vois dans des ateliers. Finalement, ce n'est pas des ateliers, c'est des clubs. C'est des clubs de rencontres. Et ils viennent là. Avant, ils n'avaient pas d'arthrose. Maintenant, ils ont de l'arthrose. Et ça fait 10 ans, 15 ans. Ils ont 60, 65, 70 ans. Et ils viennent. Ça fait partie aussi de ce qu'on peut découvrir quand on a ce poste. Ensuite, il y a la ronde. Et la ronde, pour moi, c'est toujours un grand moment. C'est un moment où je vais naviguer dans le musée, traverser toutes sortes d'univers, évidemment les expositions visitées à la lampe, c'est très particulier. La découverte, par exemple, d'une pièce qui manque dans la galerie du Moyen-Âge, qui sont les trésors des arts décoratifs. Il y a des chefs-d'œuvre dans cette partie Moyen-Âge-Renaissance. Et récemment, il manquait une sculpture et il n'y avait pas de fantôme. Quand on est veilleur de nuit et qu'une pièce manque et qu'il n'y a pas de fantôme, ça devient délicat. Et donc, moi, je le signale très vite à mon chef d'équipe, qui vient sur place, qui cherche, qui dit, elle est là. Il me dit, tu es sûr? Je lui dis, mais regarde, il y a une tablette, il y a le cartel, mais à côté du cartel, il n'y a pas de fantôme, alors que la pièce a disparu. Et on était en plein aménagement, et de la publicité qui est à côté, et de la nef. Donc, zone chantier, hein, on ne sait jamais, après tout. C'est une sculpture, c'est du tilleul, c'est un bois, ça peut se transporter, ça peut se déplacer. Mais en réalité, on a réussi à voir le conservateur en chef, qui était là encore 19h30, un peu avant 20h, et qui nous a signalé. Il a réussi à contacter Madame Monique Blanc, en particulier Madame Monique Blanc, et effectivement, elle avait oublié de mentionner la chose. Mais ça veut dire que ça fait partie du travail de nuit, c'est-à-dire on peut aussi bien avoir le regard sur les œuvres dans les galeries. Moi, pour Camando, je connais par cœur. Et je peux faire et je mets même pas les lumières, je fais la ronde à la lampe. Donc ça fait. C'est une chose que j'aime faire en tout cas, et j'aime ce travail en retrait. Et puis j'aime aussi ce qui est agréable, c'est de bien faire une ronde, de bien la clore, pour ensuite verrouiller, mettre les alarmes, et on sait qu'on est tranquille. On est tranquille. Alors après, il y a les autres passages. On tient du PC, on peut tenir des postes. Il y a une soirée spéciale, c'est des mouvements particuliers. Mais je suis un grand lecteur, et c'est vrai que j'avoue que c'est aussi pour moi à un moment, à partir de 22h, 22h30. Jusqu'à 1h du matin, c'est un temps de lecture. Et après, de 5h du matin à 6h, c'est aussi à nouveau un temps de lecture. Oui. Là, il y a la double articulation et surtout ce que je définissais au départ comme agencement ou dispositif. C'est-à-dire que deux mondes vont converger. Et en réalité, c'est pour l'art quand même. Et ce qui est très, très étrange, c'est qu'effectivement, je le fais avec un musée. Donc c'est une position très particulière.
Et je dois dire que c'est un vrai rapport. J'ai un atelier dans une ancienne gare de la Petite Ceinture, qui est donc un atelier assez impressionnant à l'extérieur. Et j'ai un loyer pondéré, mais j'ai tous les devoirs du propriétaire. Donc j'ai des voisins, et notamment une dame, une voisine qui me voit sans arrêt monter sur la toiture, élaguer les arbres, tout ça, et qui voit, qui sent cette activité. Et régulièrement le soir, quand je pars au travail, elle me dit « Ah, enfin vous vous arrêtez, vous allez vous reposer ». Ce qui est particulier à ce travail pour moi, c'est que j'articule une journée qui a commencé à 5h30, 6h le matin, et ça se fait en 3 tiers-temps à peu près, le travail atelier. Il y a une première partie jusqu'à 8h30, 9h, puis une coupure, une reprise à 10h. Hein. Donc là, je suis obligé, si je parle de la nuit, de parler du jour et de leur articulation. Et donc, ce que j'adore quand même, c'est vrai, c'est de pouvoir développer, bien rythmer un travail à l'atelier et de le laisser. Et ce qui est assez bien, d'ailleurs, là, beaucoup d'artistes sont assez contents de leur job en général, qu'on pourrait dire alimentaire, mais c'est toujours plus que ça, parce que ça fait un cadrage. Alors soit on est sur des flux néolibéraux qui sont très actuels dans le champ de l'art contemporain, soit on a une relation, filiation Perrotin, Kamel Ménour, François Pinault, et là, les questions ne se posent plus. Mais ça, les prétendants sont nombreux, mais c'est comme au Super Loto ou à l'Euro-Million, c'est quand même très peu. Et alors là, aucune injustice dans la distribution des flux financiers dans le champ de l'art contemporain. On ne va pas s'étendre, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on passe du jour à la nuit pour travailler. C'est-à-dire que bien souvent, c'est non-stop. C'est-à-dire que les nuits font 15 heures. Donc, elles n'ont pas toujours fait 15 heures. Mais c'est plutôt un avantage. Voilà. Alors, techniquement, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un aménagement, une couchette où on peut prendre à peu près 3 heures, 3-4 heures de sommeil. Ce qui fait que, et ces 3-4 heures de sommeil, elles vont se prendre dans au milieu de la nuit, dans la deuxième partie de la nuit. Si on avait des nuits de 10 heures, par exemple, on aurait quand même la nuit. Mais on n'aurait pas droit, ce que j'ai connu très longtemps, on n'avait pas le droit du sommeil. Donc on prenait quand même du sommeil. On ne peut pas faire autrement. Si on veut durer dans un job de nuit, il faut, pendant le temps de travail, l'aménager. Ça, c'est très technique, très délicat. C'est très particulier. Parce que le premier des dangers auquel on doit faire face quand on travaille la nuit, dans un musée, mais sans doute ailleurs aussi, c'est notre propre passivité. Parce qu'en réalité, il ne se passe rien. Et rien ne doit se passer, mais tout peut se passer, tout peut arriver. Une colonne de distribution de chauffage urbain peut sauter, il peut y avoir plein de choses. Donc la vigilance, c'est quelque chose qui s'exerce déjà sur soi-même. On doit faire ce travail contre la passivité qu'induit ce genre de job. Parce que si on y pense bien, c'est quand même un veilleur de nuit ou gardien de musée de nuit. Vous vous souvenez, tout le monde se souvient d'Alphonse Allais, comment il expliquait de l'utilité des guerres. Parce que grâce aux guerres, il y a des invalides de guerre. Et avec les invalides de guerre, ça fait des gardiens de musée. Donc, en général, il y avait une relation directe et pour le coup, il voulait bien s'affirmer militariste. Donc, tout ça pour dire qu'on a toujours regardé, on le regarde encore aussi parfois, ce job comme quelque chose qui est, mais en réalité, c'est très très important. Je pense que moi, je le valorise de plus en plus et toujours. Et mes collègues le savent. C'est peut-être parce que je suis devenu insomniaque. Je suis à l'affût de quelque chose qui peut être aussi le refuge et le repère de toutes les médiocrités. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose qui se retourne. C'est une esthétique du retournement. Et surtout, c'est pour moi une très belle expérience. Parce que, après tout, c'est vrai que j'étais au vernissage chez Kamel Ménour la semaine dernière. Je vais dans les vernissages à Beaubourg. Et ce qui est très amusant, ce qui est intéressant, c'est de croiser des gens du musée, de les croiser et là, il y a un réglage. C'est comment on fait des gens qui m'ont vu agent d'accueil, parce que le soir on fait aussi agent d'accueil, et je ne citerai pas les noms, mais j'ai des gens vraiment très mal à l'aise, disant est-ce que je dois le saluer ou pas. Voilà. En tout cas, ce qui est beau, c'est d'être le dernier des hommes dans l'institution culturelle, tout en faisant aussi de l'art. Et c'est surtout le fait que tout compte. Tout compte. Et ça, je reviens à ce dont je parlais précédemment. C'est-à-dire, une des premières consciences politiques
de l'injustice qu'il y a faite au monde du travail et une chose très très importante du déficit français vis-à-vis de l'Allemagne dans la considération du travail manuel. Même si je fais attention aux excès de fiction concernant le mythe allemand actuel, il y a une chose sûre, c'est que pour moi, le monsieur qui nettoie la rue, qui ramasse le matin, je sors les poubelles de l'atelier, je suis avec lui, il est là. Pour moi, c'est indispensable. On sait très bien ce que donnent quelques jours de grève de ramassage des poubelles. Hein. Donc, tout le monde compte. Et c'est vrai que c'est un poste... Alors là, c'est vrai que je digresse, et je suis plutôt dans la considération et l'appréciation sociale et politique d'une fonction, mais à partir, c'est vrai quand même, de ma position d'artiste et aussi de... Ben oui, c'est quelque chose qui permet de penser et qui donne du temps. Quand je suis rentré aux Arts décoratifs, en 1980, à l'époque, je suis juste à la charnière avec l'ancien musée, c'est-à-dire le musée à papa. C'est-à-dire, pour les Arts décoratifs, c'était la maison de François Maté. Et François Maté, il avait ses gardiens, ses agents. Il y avait une forme de paternalisme très spécifique à ce type d'entreprise. Il y avait un étagement, mais ça n'était pas sans charme. Et c'est vrai qu'il y avait encore quelques vestiges de cet alignement avec la fonction publique. Mais elle a très vite, ça s'est très vite compliqué, avec non seulement Bordas, mais toute une équipe, et notamment un certain Janicot. Là, c'est la bascule. C'est-à-dire que c'est le pouvoir de l'administration sur la conservation qui arrive, et toute cette nouvelle politique gestionnaire, que l'on voit évidemment s'affirmer ensuite de façon beaucoup plus néolibérale dans les années 90 et 2000, et encore maintenant. On a encore affaire à ce type de musée maintenant. Les arts décoratifs de l'époque sont cette maison très particulière où là, on a quand même une relation au conservateur. Moi, je suis embauché, par exemple. Alors, des précisions importantes. Il n'y a pas les ressources humaines, il y a un service du personnel. Il y a Mlle Brisset qui m'embauche et qui me dit, je vous préviens, moi, j'aime bien votre détermination, votre volonté de faire ce travail. Apparemment, ça a l'air de vous convenir, mais c'est Madame Nadine Gasque, conservatrice du Musée Nissim de Camondo, pour lequel je devais être embauché, qui va en quelque sorte acter de votre rentrée dans l'entreprise. Et donc j'ai été en entretien avec Nadine Gasque, 2 heures d'entretien, lui expliquant ma vie et ma volonté de prendre ce job pour pouvoir faire la peinture et tout ce qui va avec. Et donc, ça veut dire qu'il y avait quand même une présence à l'époque, en 80, et un pouvoir des conservateurs qui était un vrai pouvoir. Voilà, bon. C'est-à-dire du musée qu'on vide, c'est-à-dire, et c'est ça le danger, et je le explique toujours à mes collègues. Je leur dis, attention, un musée, on peut le réduire à son cours scientifique, ce qu'il appelle scientifique, au lieu de dire artistique. C'est pas un comité artistique, c'est un comité scientifique, c'est-à-dire conservation, tout le corps des conservateurs et quelques autres autour, direction générale, l'administration, et tout le reste est sous-traité. Tout. On peut tout le faire, sur le modèle Quai Branly. Et donc, vous avez une entreprise qui est vidée. Et moi, j'ai une particularité, c'est que non seulement je veille sur les nuits du patrimoine depuis plus d'une trentaine d'années, mais je fréquente aussi les musées. Et donc, je sais très bien la différence quand je rentre dans une vraie maison, où il y a un personnel maison, et là où il y a un personnel de ces grosses maisons de sécurité, qui font le contrôle des entrées, mais après, dans les salles, il y a quelque chose qui doit se passer. Ça, c'est très délicat. Et donc, nous, quand on a vu arriver, on était en 2006-2007, la sous-traitance, c'était à nouveau une grande date. Et avec Alexis Branche, on a été au charbon à fond, et on était très peu nombreux, et très peu même entendus. Beaucoup ne comprenaient même pas ce qui était en train d'arriver. Vous êtes en train de vous faire manger le job. C'est-à-dire que cette chose-là, on peut vous dire, après tout, vous allez faire partie de telle entreprise de sécurité, parce qu'après tout, qu'est-ce que vous faites dans cette maison de la sécurité? Oui. Mais tout compte. Et surtout, même moi qui suis dans l'ombre, puisque je suis la nuit, je sais que la partie vivante, l'interface humaine et active que le spectateur, le visiteur rencontre, avec lequel il est en contact, c'est avec les agents d'accueil, c'est avec les agents de sécurité. Donc il y a plutôt intérêt à ce que ces gens-là soient plutôt qualifiés, plutôt amoureux d'être là,
satisfait de le faire, bien payé, ainsi de suite. Je pense que c'est une politique. En tout cas, ça a à voir avec la politique muséale telle que je l'entends. Je pense que c'est vrai que j'aime l'idée, moi, de travailler aux arts décoratifs. J'aime bien l'entreprise et ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire ces fameuses AG, quand on était dans ce rapport de force avec cette nouvelle direction, qui était incroyable. C'est-à-dire que on croit être dans une fiction, dans une série télé. On voit un petit monsieur qui monte sur ses ergots et qui devient tout rouge et d'une violence incroyable en expliquant qu'il a le pouvoir, qu'il est le directeur de ce musée. Il est le directeur général et qu'il fait ce qu'il veut. Et qu'à la limite, et donc beaucoup, par la désyndicalisation, peuvent intégrer cette passivité, comme on peut intégrer le fait qu'effectivement, c'est la crise, la mondialisation, et ainsi de suite. Parce que c'est toujours ça qui plane dessus. Donc, le discours de ce monsieur, très récemment, c'était ça, c'était vous êtes deux fois privilégiés. Deux privilèges, je crois que j'en ai parlé à Vincent Criard, qui évidemment était... vous êtes deux fois privilégiés, il le disait régulièrement, à sa façon. Moi, je le traduis, c'est, d'une part, vous avez du travail, mais en plus, vous avez un travail dans lequel vous avez des droits et des accords qui ont été signés à une époque. Voilà. Et ça, je suis désolé, mais il faut réformer. On va. Parce que la réforme dont on parlait depuis Tina, enfin depuis toutes les années 80, les années 90, il y a 30 ans de ça. Le gros problème, c'est qu'on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Et notamment les nouvelles politiques qui ont été pratiquées et qui sont, parce que notre directeur général, il est en cohérence avec les directives, une grande partie des directives du ministère, de tutelle et d'une politique du gouvernement actuel. Donc, et qui veulent bien dire qu'on réduit, on réduit, on réduit, on réduit, on réduit, on réduit. D'où la nécessité est indispensable qu'il y ait une présence syndicale et une vraie vie syndicale dans une entreprise. En tout cas, je pense qu'elle y est aux arts décoratifs ces temps-ci, grâce à la CGT, il faut le dire, vraiment. Donc, je suis un ancien, en quelque sorte, j'ai une ancienneté dans cette fonction, qui est avec cette conscience, et c'est vrai que mon premier engagement syndical, il correspond à, d'une part, effectivement, un gros problème, un problème de logo. Le logo de la CGT existait aux arts décoratifs. Et c'était un syndicat fantoche, comme quoi la CGT pouvait être regardée. Et quand quelqu'un avait un problème, s'il allait voir le délégué, qui était le seul délégué syndical pour le personnel courant, donc le délégué CGT, il était sûr que son problème serait noyé. Au début des années 80, il y avait ce fameux syndicat, ce monsieur, parce que c'était une personne. En général, c'est une personne. C'est très étrange. C'est une personne qui va instrumentaliser le logo, en l'occurrence celui de la CGT. On est au début des années 80. Ce monsieur, il a peut-être été à une époque un bon représentant. Mais au bout d'un moment, il a, avec le paternalisme, une chose et une autre, et quelques avantages, il a... Voilà. Et au bout d'un moment, l'accumulation d'injustices et de problèmes non réglés, la mauvaise réputation de ce monsieur, a fait que quand est arrivée cette nouvelle politique muséale, passée de ça dont il s'agit, d'un seul coup, on s'est trouvé dans l'obligation d'avoir un autre syndicat. On ne pouvait plus, lui, bloquer, verrouiller la position de la CGT. Je ne sais pas comment ça se passait avec les organisations, avec peut-être ce qui existait en termes de CGT culture à l'époque. En tout cas, la CGT aux arts décoratifs en 80, 81, 82, ça n'est pas possible. Donc c'est comme ça qu'avec quelques amis, François Lagrange, Vincent Brumeur et quelques autres, Louis Labo, qui est encore au service entretien, on a contacté la CFDT et un certain Vincent Lacroix, qui était au Louvre à l'époque, et on a monté une section en rêvant de pouvoir avoir aussi un comité d'entreprise, et ainsi de suite. Donc, c'est un travail. Et notamment dans une institution culturelle. Et ça, on l'a vu, moi je l'avais vu dès le début des années 80, parce que beaucoup étaient là comme des privilégiés, même des agents. Imaginez, il y avait un truc, on est dans le Palais du Louvre, on est à Nissim de Camondo, et donc
Ouais, et donc on vient en petite tenue avec un attaché case, pour les années 80. Maintenant, c'est un autre. Mais enfin, il y avait toute une manière comme ça de mimème, de mimétisme qui circulait et qui font que, ben, c'est bien connu dans les grandes maisons bourgeoises ou aristocratiques d'autrefois, une partie du personnel était comme une sorte d'instrument et de prolongation du pouvoir du maître. Et là, en l'occurrence, le travail qui est à faire, il est toujours à faire. Comme j'avais cette hyperactivité artistique, des chantiers, puisque l'artistique était plus la nuit, dès que j'ai toujours été actif, mais pas dans l'ombre, pas en imminentisme, mais à côté, dans la préparation, dans l'élaboration d'une revendication, notamment le travail qui a pu se faire un peu donc 82, 81, 83, 84, mais très vite quand Alexis Branche rentre aux arts décoratifs, donc je fais sa connaissance en 86, 87, à ce moment-là, on va travailler en équipe et je vais énormément le soutenir, on va travailler vraiment, et là on travaillait plusieurs nuits ensemble de suite, et c'était une période très très dure, c'était l'époque Mourlon-Maton. Et Mourlon-Maton aux arts décoratifs, c'était d'une violence incroyable. On monte la CFDT va faire un très gros travail. Et notamment dans les années 90 où il y a ce que j'appelle l'âge d'or avec un directeur qui arrive, qui est une vraie personne. Une vraie personne, un homme qui a à la fois une relation sans excès, mais quand même une vraie relation à la culture et qui a une humanité. Et cet homme-là est passé quand même, soyons beaux joueurs, par la CFDT. Et la CFDT est en position de force à l'époque aux arts décoratifs. Donc vont se créer ces fameux accords et toute une partie, il y a tout un travail qui va se faire à ce moment-là avec la direction, qui ne sera plus un travail en collision, mais plutôt de collusion, mais une collusion bienfaitrice. Et sans démagogie, sans galvaudage, il y a un vrai travail qui se fait et qui va récupérer toute l'injustice des années qui s'était établie dans les années 80 et jusqu'au mi-temps des années 90. Dans ce même moment, il y a un moment important, c'est que comme il y a cette humanité nouvelle avec Anselme qui arrive, il va faire venir un autre syndicat qui est FO va rentrer un certain monsieur qui prend FO à ce moment-là en se rendant bien compte que c'est plus la violence d'avant et ils vont pouvoir jouer au syndicat, c'est-à-dire se faire élire, prendre des postes et avoir des heures de délégation. Et même pour les avoir tous, s'il a un collaborateur, quelqu'un qui distribue les tracts avec lui, il va lui demander même de prendre le logo CGT, c'est-à-dire que pendant 6, 7 ans, 8 ans, et il va y avoir un pur scandale, c'est-à-dire qu'un monsieur va avoir le logo CGT et il ne fera absolument, il ne sera jamais élu de rien et il ne fera absolument rien. Il le prendra, et c'était carrément, et moi, alors voilà, et régulièrement, Alexis Branche pourra en témoigner, il disait Alexis, il faut faire quelque chose, c'est plus possible, il faut arrêter, on ne peut pas continuer comme ça, c'est une insulte au syndicat, et une insulte au syndicat, c'est une insulte à l'entreprise. Il n'y a pas de bonne entreprise sans syndicat. Le syndicat, c'est la corde vitale d'une entreprise. Et donc, on a au début des années 80 et au milieu des années 2000, on arrive en 2006-2007, il y a déjà presque 10 ans qu'un monsieur instrumentalise le logo de la CGT et depuis 5-6 ans, je tarabuste carrément, mais j'y vais régulièrement, Alexis Branche, en disant « Alexis, il faut s'occuper de ce problème, il faut faire pression, il faut contacter les gens de la CGT, parce qu'il y a une injustice là, un scandale. » Parce que moi, je trouve que c'est un scandale. C'était un pur scandale. Et ça s'est retourné, tant et si bien qu'en plus, il y a eu une sorte de congruence au moment où il y avait une montée en puissance du travail de la CGT Culture présent dans tous les champs, dans tous les conflits, j'en passe, intermittents et autres. Donc il y a une vraie présence et un vrai travail, un grand travail qui se fait syndicalement par la CGT Culture. Et on était quand même très complexés et on savait qu'il y avait ce mauvais soutien, qu'il y avait un déficit de la part de la CFDT Culture. Donc il y avait la volonté à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que avec Branche m'a évoqué la possibilité que vu, j'ai dit c'est formidable. Et donc il y a eu ce retournement à ce moment-là, c'est-à-dire une vue avec l'aval de Vincent Crière va
faire naître presque la CGT et le faire vraiment que le syndicat maintenant qui est actif aux arts décoratifs, c'est la CGT Culture. Et on l'a vu évidemment en décembre quand on est allé dans le hall du ministère, certains qui ne connaissaient pas la CGT ont compris à ce moment-là l'efficacité, l'écoute, la pertinence. On a eu. Moi, j'avoue que je suis. Et ce qui était beau en décembre, c'était ça, cette sensation d'être vraiment dans une entreprise. Parce que les AG, quand elles avaient lieu, les quelques AG auxquels j'ai assisté, c'était magnifique parce qu'il y avait tout le monde. Il y avait tout le personnel. Comme le personnel, je le vois passer le matin, quand il arrive, tout le service entretien, les services techniques et ainsi de suite. Là, il y avait des gens du service entretien, des services techniques, des conservateurs, des assistants de conservation et ainsi de suite, des bibliothécaires. Et ça, je dois dire, si ça peut être maintenu, c'est vraiment formidable. Je ne sais pas, là on est en pleine campagne électorale, donc il y a ce gros travail dont je parlais précédemment, qui est ce travail de diplomatie, parce qu'encore une fois, on est toujours, même encore maintenant, malgré la crise, malgré les menaces, il y a cette notion, quand les gens sont dans une entreprise, dans ce type d'entreprise, ils sont déjà des privilégiés en quelque sorte, et il y a peu à apporter, il y a peu à défendre. On vient de la redécouvrir, cette violence, avec la nouvelle direction. Caméo, c'est quelqu'un, moi je croyais, alors excusez-moi la digression, je me la permets, mais quand on a vu la dernière stratégie lors des premières réunions au printemps, puis ensuite en septembre, octobre, et surtout en décembre, la violence de monsieur Caméo, de la direction, moi j'ai cru que c'était un montage. J'ai cru qu'il y avait un jeu au 2e ou au 3e degré, qu'il venait titiller, un peu comme on teste une huître si elle est encore vivante, vous voyez. Et donc, j'imaginais, même le jeu du chantage était une manière de voir quelle était la vitalité et les ressources. Est-ce que ce n'était pas déjà un système effondré sur lui-même, complètement passif, avec juste quelques agitations de surface, et qu'on allait pouvoir, et la réussite récente des jours, grâce au travail de Vincent Crière et toute la bande. C'est-à-dire qu'Alexis, il peut avoir des plis de passivité maintenant qu'il n'avait pas, par exemple, dans les années 90. Tu vois, et surtout depuis qu'il est conseiller prud'homal. Tu vois, il y a un moment, il y a comme une sorte d'effet de bureaucratie, surtout. Donc il est moins présent sur le site du travail. Il a ce truc plus, en plus il est jeune papa, on sait comment ça pompe l'énergie quand on est jeune papa. Et donc il peut y avoir, parfois, paradoxalement, alors que c'est c'est un vrai homme de gauche, un vrai syndicaliste, il n'y a aucun doute là-dessus, il y va, il n'a pas peur. Parce que moi je l'ai vu, je me souviens que quand il commençait, puisqu'il a commencé avec moi, il apprenait le droit du travail, tout ça, et il disait demain il y a réunion avec Maton, hein. Oh, demain il y a... Et donc je savais que ça allait les chauffer. Donc moi c'était comme une sorte de coach, de collègue coach. Et donc c'est vrai que parfois il peut avoir des passivités que, vu qu'il y a des antennes très particulière, il est impitoyable. Maintenant, des fois, ça fait quelques étincelles, mais ça marche bien, parce qu'Alexis est intelligent, il accepte la critique, et Wittin aussi, il arrive à moduler. Tu vois. Mais c'est bien qu'il y ait cette tension. Et même ce travail intelligent et subtil, parce que c'est délicat, le syndicalisme, à l'intérieur des entreprises actuelles. Il y a vraiment un travail de création et de recréation permanente, parce qu'il y a un vrai déficit. Et c'est pour ça que je parlais de cette skise. Et comme là, le syndicat, ce n'est pas une entité, la CGT. Non, c'est comment elle se lie, comment ça s'est lié, comment ça s'est joué avec cette manœuvre diplomatique vis-à-vis des acrimonies, des ressentiments qu'il pouvait y avoir. Il y a un truc qui s'est lié, c'était magnifique. Fin décembre, entre fin décembre et début janvier, dans l'articulation, dans la bascule d'une année sur l'autre, il y a un truc qui s'est lié qui était admirable. Parce que c'est une création. C'est une création. Parce qu'il y a un truc de l'immanence et de l'urgence, et de comment manœuvrer, parce que putain, c'est devenu le travail du devenir, et donc là, c'est un geste en devenir, mais et en tout cas, elle est très stimulante. Il va falloir, on va en parler, on va en reparler. Moi, j'en parle déjà, j'essaie de leur faire comprendre, mais il faut. Alors, il y a de ma part. C'est tout un travail de pédagogie, toujours. Mais il faut voir qu'il y a très peu d'oreilles. Il y a une telle passivité. Et actuellement, moi, je suis évidemment... Je prends ma part
c'est vrai que je ne vais pas être à toutes les réunions, mais tous, vus comme branche, m'appellent quand ils veulent. Dès que je peux venir et sur le terrain, il y a un travail à faire. Alors, ce travail sur le terrain, il est très particulier, notamment maintenant par exemple, dans cette campagne. C'est pas de la sympathie seulement. Il faut vraiment créer une sorte d'empathie. C'est très étrange le travail qu'il a fallu créer. Et je l'ai vu se créer notamment avec l'intersyndicale parce qu'il y avait des acrimonies relatives en résonance avec d'autres mouvements, notamment vis-à-vis de Vincent Crière. Il y avait quelques éléments de la CGC qui démarraient, mais au quart de tour. Donc il a fallu faire une manœuvre très subtile de diplomatie syndicale, parce qu'il y a dans le travail du syndicat une notion de diplomatie qui est essentielle. Et ce travail qui ne doit pas se dire, là on reste entre nous, on ne va pas le dire, bien sûr que c'est private joke. Et ce travail, c'est ce travail qu'il faut faire sans arrêt. Là, moi je le vois pendant la campagne, quand je dis, mais tu votes, avec qui tu votes, pour qui tu votes, et tu ne votes pas. Pourquoi tu ne votes pas? C'est la même chose que pour le vote, c'est le même, on est dans le même effondrement et il faut travailler dans cet effondrement. Et j'avoue qu'on peut être surpris. Aux arts décoratifs, il y a une vraie vitalité et c'est vrai qu'elle passe par la CGT. Je travaille à peu près 70-80 heures par semaine puisque j'ai une double activité et que c'est mon activité alimentaire. Comme la plupart des artistes, je ne vis pas de mon art. C'est une évidence, surtout sous nos latitudes, peut-être moins aux États-Unis, en Allemagne, dans des pays où il y a des traditions de flux financiers plus précis sur ces secteurs-là. Pour moi, c'était l'exercice d'une liberté, c'est-à-dire que le fait d'avoir un job, quand on veut faire de l'art, ça rend libre le geste qui va être affirmé. Et donc pour moi, c'était une donnée de base, et ça la reste. Un rapport de force avec un chef d'équipe de nuit qui n'a rien compris, parce que on s'est rendu compte dans une partie de la nuit, il y a un déficit dans l'exercice de la sécurité. Et moi, je l'ai pointé, d'autres l'ont pointé, et on était deux, on était d'accord pour modifier. Et je dis, il faut le faire, parce que de temps en temps, il faut tout bousculer. Bon. Et le petit chef Haillon, il nous a cassé le truc, il a segmenté les rapports, et il a flatté ceux qui vont, parce qu'il faut se battre contre ceux qui, à 11h du soir ou à 10h du soir, tu vois, ça c'est un truc incroyable. Et il est infect, ce type, infect. Et donc il faut que je me contrôle parce que justement j'ai cet emportement joyeux dans ce truc d'affirmation qui fait que. Mais là, il y a quelqu'un qui compte plus que Marcel Duchamp, parce que Marcel Duchamp il travaille 2 heures par jour, c'est Spinoza. Parce que Spinoza, quand il quitte sa communauté, quand il est rejeté par sa communauté, il va laisser une partie même de l'héritage à une de ses sœurs, et il va, alors il y a plusieurs interprétations maintenant, il y a des choses qui ont été précisées, mais en tout cas, il va devenir quelqu'un, et au XVIIe siècle, il sera même réputé dans une partie de l'Europe du Nord, auprès de Huygens et tout ça, il va travailler dans l'optique, mais il va polir les lunettes, c'est vraiment un artisan, c'est-à-dire qu'il fait des lunettes magnifiques, et il va vivre. Il n'a jamais eu de chair, d'ailleurs ça commence à ce moment-là, les chairs parce que la chair elle est reliée au pouvoir et à un prince et un peu ça. Et pour moi, Spinoza est un modèle de vie, d'abord parce que c'est la philosophie de la joie. Et donc, il y a la joie comme base et assise il y a la joie et le reste, mais la joie active. Et ça, c'est vrai que le travail de nuit m'a permis de travailler avec l'éthique. Et je l'emportais. Il y a des lectures on peut faire en profondeur quand on a le temps. Ceci étant dit, c'est aussi particulier, comme tu le précisais bien, c'est ma manière à moi de lier les choses. Et nous sommes des modes de liaison et de relation. Parce qu'après tout, c'est l'être de la relation qui compte. Quand je dis que je suis un artiste à l'ancienne, je me suis formé dans les années fin des années 60, dans les années 70. Et à l'époque, il y avait un critère qui comptait beaucoup pour un artiste, c'était l'obstination. Soit on était un génie précoce, et auquel cas on faisait Picasso, 16 ans, bon, tout ça, et à 17 ans, 18 ans, et moi je suis autodidacte, donc c'est très particulier. Je viens du monde du travail, et je rentre sur ce territoire-là. Je quitte la province, parce que à Gap, dans les Hautes-Alpes, je pouvais devenir le peintre de la région, avec une grande barbe, des velours, tout ça, même un peu notable du coin. J'aurais été l'amant de la femme et tout ça. Et j'y en avais, je les ai connus quand j'étais évidemment adolescent et que je me formais. Donc j'ai ma formation d'autodidacte qui fait que j'imaginais pas que je pourrais faire de l'enseignement.
Donc, comme je ne pouvais pas faire les beaux-arts quand je suis arrivé à Paris, j'étais déjà trop âgé. Enfin, je pense que j'aurais pu forcer, faire des examens et tout, mais je n'aurais pas imaginé. Donc j'ai été à Vincennes. Vincennes, c'était l'université de l'époque, hein, pas Paris 8, Saint-Denis. Vincennes, avec le Souk, avec Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard et tout ça. Donc toute une ambiance. Et ça, pour moi, ça a été aussi comme une forme de dépucelage, parce que comme j'avais été renvoyé du lycée, je me suis retrouvé dans les UV où j'intervenais et où on m'écoutait. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que je pouvais aussi... Et donc, j'ai fait un travail à ce moment-là. J'ai fait une licence d'art plastique, mais il fallait quand même aussi... Donc, en même temps, je faisais des chantiers. Et en même temps, je travaillais dans l'hôtellerie. Et quand j'ai quitté l'hôtellerie, ensuite, j'ai eu une période de chômage où je faisais des chantiers et je finissais la licence. Et c'est au moment où je finissais la licence que j'ai rencontré ce travail. Et là, d'un seul coup, il y avait la congruence, puisque, comme je le disais à l'instant, je n'imaginais pas que je faire la licence pour faire de l'enseignement. Je ne m'imaginais pas enseigner ni dans un lycée, ni dans une école d'art. Ça me sortait complètement... Je voulais l'aventure, une aventure très particulière. C'était les années Et là, je me donnais vraiment le temps en plus, puisque je faisais déjà des choses, mais je n'avais pas vraiment envie de les montrer. Donc pour moi, il y a vraiment une sorte de congruence, de cohérence à avoir ce genre de job qui me laissait le temps. J'avais suffisamment d'argent, pas beaucoup, mais suffisamment pour payer le loyer, acheter le matériel et avancer la chose sans avoir à finalement rentrer dans la foire d'Empoigne. Et à l'époque, elle n'était pas trop, c'était pas maintenant. Parce qu'à l'époque, peu de galeries, peu de monde, et c'était un territoire qui était peu enviable quand on disait qu'on allait faire dans l'art. Alors que maintenant, dans les classes moyennes supérieures, un jeune homme ou une jeune femme qui veut faire médecine, ses parents lui disent ah non, d'abord tu fais tes beaux-arts, puis après on verra. Mais c'est presque ça. Il y a 1000 dossiers qui arrivent pour le salon de Montrouge, auquel j'ai participé en 2009. Je me souviens d'être intervenu dans des écoles d'art comme Angoulême, où à chaque rentrée, il y a 600 dossiers épluchés au mois de juin, juillet. Donc le champ de l'art s'est complètement bouleversé. Mais moi, j'ai continué. Alors, ce qui s'est passé, pour préciser quand même, c'est que dans les années 80, je ne voulais pas vraiment montrer mon travail, mais je faisais déjà un travail qui pouvait être reconnu et montré. Et au début des années 90, quand j'ai voulu commencer à montrer mon travail, parce que j'avais enfin un atelier, et puis ce job, tout ça, et à ce moment-là, c'était une crise terrible, et une crise vis-à-vis de la peinture, et comme je faisais que de la peinture, j'ai été ringardisé. J'avais presque 40 ans, j'avais 38 ans, quand j'ai voulu commencer à montrer mon travail, et je faisais de la peinture. Alors là, ça c'était pas la peine. On fait encore de la peinture, et ça a duré plus de 10 ans. Ça a duré plus de 10 ans. Donc j'ai pris un retard incroyable, et j'ai pris des habitudes. C'est-à-dire j'ai pris l'habitude de produire en montrant à un petit nombre. Et surtout, c'est un tenseur peut-être un peu excessivement chrétien, c'est-à-dire le fait d'aimer sans être aimé. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que après tout, la reconnaissance, elle est rare. Et si on expérimente quelque chose, si la proposition, elle défait des notions communes, après tout, elle n'est pas quelque chose qui se fait dans une sorte de mécanique. Le danger actuel, avec la professionnalisation, avec les post-diplômes, avec tout ça, il y a une fabrication d'artistes, il y a vraiment, c'est presque thermoformé, c'est un truc très étonnant, et qui peut être très très ennuyeux. Voilà. Je travaille dans un endroit qui est assez bucolique, parce qu'il y a une ancienne gare de la Petite Ceinture, avec la Petite Ceinture au-dessus, donc une végétation, des oiseaux, puis toute une faune et une flore, bon, hein, et je ne fais pas de petites fleurs. Je fais un grand travail sur la signalétique. Donc, une grande partie de mon travail, que Dominique connaît, et effectivement, on peut dire que j'ai travaillé des signalétiques, des issues de secours notamment. J'ai travaillé avec le sens interdit. Donc j'ai travaillé beaucoup avec la signalétique d'une façon très particulière que j'appelle pseudo-pop. C'est-à-dire que je prends des éléments, c'est évidemment prélevé dans une réalité tangible, mais elle est transformée. C'est-à-dire que le pop en général, on l'agrandit et on frontalise la chose comme sur de l'affirmation affichée, alors que j'ai plutôt une relation de métamorphose. J'aime métamorphoser. Parce que créer, c'est métamorphoser quand même, pour moi. Alors en 59, j'ai 4 ans et je pars pour
un préventorium parce que j'ai une primo-infection, un début de tuberculose. Et c'est une expérience incroyable, c'est une très très belle expérience dans un préventorium en Haute-Savoie, et je viens des Hautes-Alpes, donc je suis amené et je vais passer 8 mois dans ce préventorium sans voir ni ma mère, ni mon père, ni mes frères, ni mes sœurs. Et au bout de 8 mois, mon père vient me chercher, et donc on est fin 59, novembre 59, il vient me chercher. Et je ne le reconnais pas tout de suite, donc il a fallu beaucoup que l'infirmière m'explique que c'était mon papa, que je pouvais partir avec lui. Et quand je suis revenu dans ma famille, je ne reconnaissais personne. Ma mère, je l'appelais mademoiselle, je croyais que c'était une infirmière. Ma mère était en larmes, ça a duré des jours et des jours. Je ne reconnaissais pas mes frères et sœurs. Je jouais avec mes petites sœurs comme avec les petites copines. Et on me disait, mais il ne faut pas, c'est ta sœur. Donc j'ai vécu, voilà, 59 pour moi c'est ça, c'est le préventorium. C'est une très belle expérience, très émouvante. Voilà. La République espagnole s'établit au milieu des années 30. Mon père était à Barcelone, et à Barcelone, ils ont fait un travail, mais même à Madrid aussi. C'était